Bonjour Adeline. Eh bien, bonjour à tout Voilà, le monde. on est à Toulouse et on va parler de CETEB, Centre de transcription braille de Toulouse. Et l'année dernière, c'était un anniversaire, non? Oui, on a fêté les 30 ans. Ouais. 30 ans, on a organisé pas mal de choses. Une conférence sur l'accès à la culture pour les personnes déficientes visuelles, pour que chacun explique un petit peu dans toute la France les initiatives qui ont été mises en place pour accueillir les personnes déficientes visuelles dans les musées, dans les cinémas, pour le numérique, pour la lecture, enfin pour tout Mhm. ça. On a organisé aussi une visite de la Cité de l'Espace. Puis on a organisé en soirée de gala une dégustation de vin à l'aveugle. Voilà. Pour les personnes voyantes, la couleur du vin est importante. Parce qu'une fois dans le noir, ils confondent souvent les vins. C'est les yeux, pas la langue. Entre un vin rosé et un vin blanc, des fois c'est très difficile de distinguer. Et l'aveugle, lui, que reconnaît le Roger le roux. Euh, Tout dépend si c'est un amateur de vin à la base. Mais s'il n'a pas trop l'habitude, bon, il va pas savoir non plus. Donc c'est ouvert toute l'année alors. Oui, oui, c'est ouvert toute Mhm. l'année. Sauf des fois entre Noël et Nouvel An, une semaine, mais sinon, oui. Bah, on est obligé, hein, parce que il y a quand même des choses les relevés bancaires, par exemple, il faut les envoyer tous les mois, hein. Alors oui, vous vouliez commencer par un peu d'histoire? Un petit peu d'histoire parce que je trouve que ça date, c'est depuis 89 et c'est à partir d'une demande scolaire. Alors, initialement, il y a une fondatrice qui aujourd'hui a 86 ans, qui s'appelle Monique Truquet. Et Monique Truquet faisait ses études d'ingénieur en informatique à Toulouse. Dans le cadre de ses recherches, elle a décidé de créer le premier logiciel de transcription en braille. Je parle premier au monde. Elle a trouvé des financements pour ses recherches. Il faut bien savoir qu'à l'époque, le braille, il n'y avait pas de machine pour le faire vraiment, hein. Donc, elle-même, en fait, travaillait déjà un petit peu pour des étudiants aveugles à la fac, le soir, après le boulot, et elle leur transcrivait les cours. Et pour ça, comme il n'y avait pas de machine, elle prenait une vieille machine à écrire comme ça. Elle était obligée de taper tous les mots à l'envers, parce que quand on retourne la feuille, eh ben, les points il fallait qu'ils soient dans le bon sens. Donc, c'était très fastidieux pour elle. Toujours est-il qu'elle a donc créé le premier logiciel de transcription. Elle a trouvé des financements parce que les Américains aussi s'intéressaient à ses travaux. Et puis, c'est comme ça qu'elle a pu avoir la première machine pour faire du braille. C'est par la société Sagem, Mhm. voilà, qui a construit exprès cette machine. Et puis ensuite, comme beaucoup de monde s'intéressait à son travail, il y a un premier client qui s'appelle la BNP, qui s'est dit, nous, on aimerait que les clients aveugles de notre banque, ils aient leur relevé de compte en braille tous les mois. Donc bon, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il a commencé à avoir de plus en plus de demandes. Alors il s'est dit, bon, ça peut pas rester un travail de recherche, ça peut pas rester au sein de la faculté, il faut créer une association. Donc, elle a dit, on va créer l'association, mais de là, ça a mis un petit peu de temps à démarrer parce qu'il fallait trouver beaucoup d'argent, hein. Il faut savoir qu'une machine pour faire du braille, c'est cher, hein. C'est bon, nous, la moins chère fait 30 000 euros, la plus chère fait 86 000 euros. Donc, c'est très cher. Donc, il a fallu qu'elle aille demander des subventions à droite, à gauche, et puis aussi qu'elle trouve des locaux pour installer l'association. Alors là, c'est le maire de Toulouse qui a dit, moi, je prête un local, et puis vous allez installer l'imprimerie là. Ça, c'était Baudis, ça, le maire. Oui, tout à fait. Donc ça s'est commencé comme ça, mais je dirais qu'elle avait déjà une idée, c'était vraiment de faire des livres en braille, de se consacrer sur la librairie, transcrire des livres. Et puis bien sûr, après ça, bon, est venu toutes les banques maintenant nous font confiance
sauf la BNP qui est repartie parce que dans la famille de cette banque, je pense qu'ils ont des affinités avec l'association Valentin UI à Paris, donc ils font faire les relevés de compte bancaires à l'ESAT de Lyon. Mais sinon, donc on a eu après quasiment toutes les banques. Alors, ça représente quand même 8000 relevés bancaires par mois. Ça donne une indication peut-être sur le nombre de personnes braillistes qu'il y a en France. Moi, j'estime, parce qu'évidemment, il n'y a pas de recensement qui existe aujourd'hui pour les personnes braillistes, et j'entends bien, parce qu'on peut être aveugle et pas lire le braille. Moi, j'estime qu'il y a environ 15 000 personnes braillistes en France. L'association est vraiment née en 89, enfin, démarré vraiment en 89, donc avec la librairie, les relevés bancaires, et petit à petit sont venus s'ajouter les magazines institutionnels en braille. Alors, ce que j'entends par magazine institutionnel, c'est les magazines des communes, des départements, des régions, etc. Voilà. Alors, certains sont mensuels, d'autres bimensuels, d'autres trimestriels. Enfin bon, on en a quelques-uns. Et puis bien sûr, l'association s'est étoffée. Voilà, il y a eu un peu plus de salariés. Il y a eu des bénévoles, relecteurs, correcteurs aveugles pour les livres. Entre-temps, on a aussi changé de local pour un local plus grand, toujours de la mairie de Toulouse. Et voilà, aujourd'hui, on s'est diversifié aussi parce qu'on fait d'autres choses. Mais le logiciel de transcription a évolué aussi, là, non, depuis... Malheureusement, dans son histoire, à Monique Truquet, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un voulait reprendre son logiciel pour vraiment le commercialiser, etc. Et elle a eu un petit peu peur qu'on détourne son travail, donc elle avait des hésitations à confier son travail. Et puis voilà, d'autres en ont créé un par la suite. Et aujourd'hui, le logiciel le plus connu, c'est Duxbury DBT. Voilà, c'est une licence américaine et donc la plupart travaillent maintenant avec ce logiciel. Et vous travaillez avec votre propre logiciel? Non, on travaille aussi avec DBT. Donc, on a vu que vous éditez donc les relevés bancaires, les Oui. magazines de collectivité, des livres aussi, non? Des livres, là, c'est demande, purement. Aujourd'hui, dans notre librairie, on a 1600 ouvrages. C'est principalement de la littérature, mais dans tous les genres. Les policiers, les biographies, les essais littéraires, et pour tous les âges. On commence à partir de 4 à 6 ans. Donc, il y a des livres enfants, des livres adultes et des livres adolescents. Et pour les enfants, on a commencé il y a 2 ans à faire des livres illustrés. Donc, on insère des dessins en relief dans le livre. Ça aussi, c'est récent, peut-être ça, non? Les adaptations, Alors, thermoformage, moi, j'ai développé aussi un outil de production pour faire du relief, c'est du vernis UV, c'est de l'encre UV en fait, hein, comme une espèce de résine, qui permet de faire un relief et qui est qui propose beaucoup de détails. Par exemple, quand on imprime en vernis, on peut imiter la surface d'un ballon de basket, la granulosité, ou bien les écailles d'une peau de serpent. Donc, on arrive à faire pas mal de choses. les Donc, textures. voilà, c'est très intéressant au niveau des textures. Au départ, je souhaitais acquérir une machine qui fasse du vernis pour reprendre une activité que quelqu'un faisait avant en France, c'est les cartes de visite en braille. Et puis, cette personne a dû arrêter. Et donc après, je me suis dit, c'est dommage parce que y en a quand même qui ont besoin de cartes de visite en braille, la Fédération des aveugles, enfin, plein de gens. Donc j'ai dit, il faut que j'acquière cette machine. Et quand on a vu que ça marchait très bien pour les cartes de visite, on s'est dit, mais il y a d'autres possibilités qui sont énormes. Au départ, moi, quand je voulais développer les livres enfants, je m'étais dit, en fait, les enfants, ils ont du mal à s'imaginer la forme du héros du bouquin. Ça peut être, je sais pas moi, un pélican ou bien un dauphin, etc. Et puis, je me suis dit, ce serait bien de s'intéresser à l'imprimante 3D pour imprimer des objets qui ressemblent aux petits héros du bouquin.
et de le lisser un peu comme à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu les Pif Gadgets, etc. Mais qu'il ait cette représentation pour suivre son livre. Et puis là, bon, ça n'a pas abouti parce que je me suis heurtée à des problèmes de sécurité. Il faut déposer des brevets pour chaque chose. Il faut assurer que l'objet peut aller dans la bouche d'un enfant. Enfin, tout ça, donc c'est devenu compliqué. Donc je me suis dit, bon, je peux pas faire d'objet, je peux pas faire de gadget qui va avec le livre. Mais par contre, avec l'imprimante en vernis UV, on peut réaliser des dessins, voilà, des dessins qui vont être beaucoup mieux faits qu'au thermoformage, au thermogonflage, etc. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très joli non seulement, mais en plus, les enfants aiment bien. Quand on adapte un dessin comme ça, bon, ça prend pas mal de temps d'adapter un dessin, mais tous les dessins que l'on réalise sont quand même testés par des personnes aveugles pour voir s'ils comprennent le dessin qu'on leur propose, quoi. Voilà. Après, on a développé aussi les livres adolescents. Alors, les livres adolescents, c'était un petit peu plus difficile parce que, bon, par exemple, pour les livres adultes que l'on fait, comment on sélectionne quel livre on va faire en braille? Bon, ça, c'est un comité de lecture qui est interne à l'association, qui regroupe une quinzaine de personnes qui aiment bien lire, qui suit l'actualité littéraire, etc. Et ce comité donc fonctionne par mail, on suggère des livres. À un moment donné, on arrête la sélection, on choisit, on a voté, on fait tel livre, c'est bien. Bon. On essaye de faire plaisir aussi à tous nos lecteurs. On voit un petit peu les livres qu'ils aiment bien, si c'est plus des romans policiers, si c'est plus des biographies, enfin voilà. On essaye de contenter tout le monde. On prend le pari aussi, quand on décide de faire un livre, de le produire en 10 exemplaires, enfin qui se vendent en 10 exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'un livre en braille coûte très très cher à produire. Je donne un exemple, le livre en noir va faire 300 pages. Moi, j'estime que le coût est supérieur à 500 € pour le transcrire en braille. Si on n'en vendait qu'un exemplaire, ce serait quand même très cher. Alors que si on arrive à en vendre 10 exemplaires, les 500 € de la transcription sont divisés par 10. Donc voilà. Néanmoins, ça reste toujours très cher. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu après mon projet. Concernant donc les livres ados, là c'était plus difficile parce que le comité de lecture chez nous, c'est plutôt des adultes. Ils ne connaissent pas trop ce qu'aiment les adolescents, quelle est la mode en ce moment, est-ce qu'ils s'intéressent aux vampires, est-ce qu'ils s'intéressent, je pense aux jeunes filles aussi, au maquillage. Enfin bon, il y a des courants que les adultes ne peuvent pas connaître, quoi, parce que les modes passent tellement vite. Alors moi, j'ai lancé d'abord une enquête nationale auprès des adolescents braillistes pour leur demander leur centre d'intérêt, ce qu'ils aimaient, etc. Et puis on a orienté donc la sélection des livres pour eux par rapport à cette enquête et aussi par rapport à la médiathèque de Toulouse qui nous renseigne régulièrement sur les livres qui sont le plus empruntés. Comme ça permet d'être dans le coup, quoi. Voilà pour la partie livre. Alors, quels sont nos clients? Nos clients, aujourd'hui, c'est à peu près 8 médiathèques et puis les particuliers, bien sûr. Les collectivités aussi, parce que vous faites aussi des signalétiques aussi, non? En dehors de ces 3 activités principales, donc qui sont les relevés bancaires, les livres et les magazines, on a lancé aussi la signalétique. La signalétique, alors là, on utilise une autre technologie, c'est pas des embosseuses, c'est pas des imprimantes, c'est une machine à graver. Donc, c'est comme n'importe quelle plaque qu'on va graver, sauf qu'en plus de la gravure, alors la gravure, c'est une petite fraise comme ça, qui est comme chez le dentiste, là, qui va donc graver dans des plaques PVC, d'une épaisseur environ d'1 mm 6, 1 mm 6 à peu près. On grave ce qu'on veut en texte, mais il y a aussi la possibilité de faire le braille avec, puisque la petite fraise va faire des pré-trous, on va dire, dans la plaque, des trous dont le diamètre va être inférieur à la bille qui va s'implanter dedans. Voilà.
Donc, c'est des petites billes inox qui viennent rentrer dans la matière de la plaque. Qui représente les points braille. Voilà, pour former les points braille. Alors, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps à démarrer parce que, on le sait, hein, tous les bâtiments doivent être accessibles aujourd'hui, mais il y a quand même des choses qui n'avancent pas vite, quoi. Alors, la signalétique, ça peut être pas mal de choses. Dans les bâtiments, c'est signaler les portes de bureau ou des numéros de bureau ou qui est à l'intérieur des bureaux. C'est permettre à une personne en fait non-voyante, dès qu'elle rentre dans le bâtiment, de pouvoir après essayer de s'orienter toute seule à l'intérieur du bâtiment. Alors, la diriger vers l'accueil. Une fois qu'elle est à l'accueil, il peut être mis un livret d'accueil avec des plans des étages du bâtiment. Mais ensuite, il faut certaines plaques pour indiquer qui y a derrière la porte de tel bureau, ou si c'est une porte de réunion, ou si c'est les portes des toilettes, etc. Et puis également faire des plans d'évacuation du bâtiment en relief. Voilà, principalement ça consiste en ça. Après, il y a une action que vous avez fait depuis, ça doit remonter, ça, travailler avec les restos. Oui, alors tout à fait, j'ai créé un label qui s'appelle Menu en braille. Et en fait, c'est pour inciter les restaurateurs à se procurer un menu en braille. On ne fait pas payer très cher le menu et pour permettre aux restaurateurs de s'équiper au moins d'un menu par restaurant et puis de pouvoir renouveler la carte suivant si elle change par trimestre ou par demi-saison, avec aussi la possibilité de mettre des pages annexes si ça concerne uniquement le repas du midi, par exemple, des menus ou du week-end. Je dirais pareil, ça se développe. C'est vrai qu'on en a pas mal maintenant. Là, dernièrement, on a fait toute la chaîne des restaurants Pizza Hut. Et voilà, mais il faudrait vraiment généraliser ça parce que moi, je trouve quand même inadmissible qu'une personne aveugle au restaurant, souvent le serveur il est pressé ou il en a marre de répéter la carte ou il y a du bruit ou alors il n'est pas autonome, ça énerve tout le monde. Voilà, je trouve ça tout à fait normal de mettre un menu en braille. En plus, ces restaurants-là sont signalés par vos stickers, là. Oui, tout à fait. Il y a un petit sticker en forme d'œil avec le logo du CETEB et marqué menu en braille. Alors, les restaurants peuvent le mettre sur leur porte d'entrée de restaurant. Comme ça signale aussi aux personnes voyantes qui peuvent amener leur ami parce qu'au moins, il y aura un menu en braille et que c'est accessible. Et puis, ce même petit sticker, on le décline en numérique pour que les restaurants puissent aussi le mettre sur leur site internet. Dans les guides de touristes accessibles, c'est signalé tout ça ou pas? Pas toujours. Alors après, je sais qu'il y a plusieurs sites internet qui essayent de regrouper les commerces accessibles, etc. Mais bon, je pense que c'est pas facile de les regrouper tous. Nous-mêmes, les gens vont pas spécialement sur notre site pour voir quel restaurant est accessible, mais là, je pense qu'on va créer une page Facebook attenante à notre page CETEB qui sera uniquement réservée aux restaurants accessibles pour que ce soit plus facile pour tout le monde de les trouver. Je reviens sur les cartes des visites. C'est plus pour les entreprises ou c'est aussi pour les particuliers, tout ça? Ah, c'est aussi pour les particuliers. Alors, il y a un peu tout le monde qui peut... Enfin, tous ceux qui veulent peuvent en demander, bien sûr, mais on s'aperçoit que y a même des médecins, des kinés, des auxiliaires qui travaillent avec les aveugles, des élus politiques, et puis des associations. Donc, c'est un peu tout le monde, ouais. Donc, ça fonctionne comment? On passe par le site internet, on vous envoie un modèle ou... Alors, soit il y a des gens ou des entreprises, ils ont déjà leur charte graphique pour la carte de visite. Donc, ils nous l'envoient. Ça, c'est réglé. Après, s'il y a un particulier qui n'a pas trop d'idées, mais qui a envie d'un logo sympa ou d'un truc comme ça, à ce moment-là, on lui crée. D'accord. Voilà, il y a un forfait création pour la carte qui coûte 30 €, mais après, c'est valable à vie, quoi, s'il veut conserver sa charte graphique. Donc, il y a une partie création. Je dirais par souci de praticité, on confie l'impression des cartes visites standard à une imprimerie.
Parce que bon, on n'est pas trop équipé en machine pour imprimer de la couleur, du quadri, etc. Donc, c'est une imprimerie qui nous fait les cartes de visite, qui nous les renvoie, et nous, on va imprimer le braille dessus. Alors là, après, alors évidemment qu'en braille, on peut pas mettre la même quantité d'informations qu'en noir. Donc là, c'est entre la personne qui nous commande et on va dire nos conseils des fois. S'il a un nom très long ou une adresse mail très longue, on va privilégier le numéro de téléphone et le nom, ou bien on va mettre juste l'adresse mail et le téléphone, etc. On s'arrange. Et puis, il y en a d'autres qui nous demandent aussi de mettre, par exemple, un QR code sur leur carte de visite. Le QR code est imprimé, mais nous, on rajoute autour du QR code des coins en relief pour que la personne aveugle puisse le scanner plus facilement. D'autres petites activités, parce qu'en fait, on accepte toutes les demandes de transcription en général. Ça va de la simple lettre, par exemple, d'une maman qui veut faire part de naissance à sa tante. C'est aussi des adaptations pour les musées, pour les offices de tourisme. Voilà, ça peut être un peu des flyers. On fait tout ce qu'on nous demande en fait. Les cartes d'anniversaire, des trucs comme ça, le carte tout à fait, des cartes de vœux, cartes d'anniversaire. Et puis on fait aussi du marquage d'objets parce que cette imprimante vernis nous permet aussi de graver des objets, mais des objets plats. Ça va être des boîtiers par exemple ou des CD. Ça peut être des porte-clés, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui est objet plat, on peut graver n'importe quelle matière, enfin imprimer en vernis. Des coques des smartphones aussi, ça vous fait ça? Oui, on peut, oui. Mais il y a 3-4 mois, j'étais à Lyon. Il y a un salon qui s'appelle le Salon du Print. C'est là où se regroupent tous les fabricants de machines pour les imprimeries, les impressions, que ce soit sur des t-shirts, sur des nappes, sur n'importe quoi. C'est assez immense comme salon. Et donc, il y a aussi de la 3D. Donc, moi, je vais voir tout le temps où ça en est, ce que ça peut apporter. Bon, aujourd'hui, je pense que une famille ou une association peut s'acheter une petite imprimante 3D facilement parce que ça coûte pas cher. Et en fait, voilà, quand moi je dis aux parents qui achètent un livre pour leur enfant, allez voir la banque d'images gratuite qu'il y a sur Internet et puis vous pouvez imprimer vous-même le petit objet qui va représenter le héros du bouquin, par exemple. Mais la 3D est intéressante. J'avais fait travailler aussi un étudiant en informatique parce que, bon, il se trouve que les banques d'images que l'on trouve toutes prêtes, ça convient pas forcément pour les aveugles. Je vous donne un exemple. Si on veut imprimer un oiseau, l'objet, donc, eh bien, la banque d'images qu'on va trouver, et quand on dit imprimer, bon, allez, la machine, elle commence son travail d'impression 3D. Mais l'objet final, eh bien, on va sentir toutes les plumes, toutes les aspérités, parce que l'objet est comme ça. Mais au toucher, c'est pas évident à distinguer très clairement l'aile de la patte, de tout ça. Donc moi, j'avais demandé à un étudiant qui simplifie via un logiciel, qui simplifie les images en enlevant toutes les aspérités inutiles des images, en fait. Pour pouvoir donner un rendu tactile meilleur. Exactement. Et sur les jeux, vous avez des choses aussi? Vous avez créé des choses? Oui, alors bon, pour l'instant, société. on fait des jeux de cartes, voilà, mais on travaille également avec l'Institut de recherche informatique à Toulouse, et puis on a eu un projet avec Accessi-Jeux, qui est aussi, voilà, pour créer un plateau de jeu interactif. Donc voilà, c'était un jeu de société, on a créé le plateau, pareil, une impression vernis de 3D. Donc nous, on aime bien travailler sur des projets innovants. Moi, j'ai un peu la chance d'aller découvrir des machines et puis de pouvoir les adapter parce que souvent, il n'y a pas de machine spécifique pour faire du braille vraiment en vernis. Là, la machine que j'ai achetée initialement, c'est une imprimante pour faire des objets publicitaires, des goodies.
imprimer des marques sur des stylos, sur des balles de golf, sur des choses comme ça. Pour avoir une épaisseur suffisante pour le braille, avec aussi la même précision, il fallait 9 passages d'imprimante pour faire le relief. Donc ça prend un peu de temps. Si on avait une machine comme ça qui est directement adaptée pour le braille, on pourrait mettre 5 fois moins de temps à l'impression. Voilà. Mais bon, c'est pas évident d'intéresser des fabricants pour, je dirais, un si petit marché, une si petite niche, quoi. Mais des fois, ils adaptent quand même au sein de leur recherche et développement. J'ai réussi à faire modifier des logiciels dans les machines. Et, ouais, ça dépend s'ils jouent le jeu ou pas. Là, tout à l'heure, vous avez parlé du salon de Lyon. Est-ce qu'il existe des salons mondiaux, justement, de la transcription ou les adaptations? Non, il n'existe pas de salon dédié à ça. On retrouve parfois des vendeurs de machines, mais aujourd'hui, les embosseuses braille, déjà, il n'y a aucun matériel français qui existe. Nous, on a 3 sortes de matériel. On a des embosseuses de la ONCE, donc des Impacto, donc espagnoles. On a des embosseuses qui s'appellent Elecul. Les Elecul, c'est du matériel belge. C'est un inventeur fou qui travaille un petit peu tout seul, mais ces machines sont très très costauds et franchement, il y a un très bon service après-vente aussi. Et après, la dernière machine que j'ai été acheter, je suis allée en Norvège, pour acheter une machine Braille. Donc ces fabricants étrangers là se greffent des fois sur des salons d'imprimerie classiques, mais c'est pas tout le temps, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure des magazines, Oui. que vous possédez en fait différentes revues, mais est-ce que vous aurez dans divers domaines, par exemple, des revues santé, des revues psychologie? Est-ce que vous avez ça? Non, on les fait pas. Une année, on en avait fait, je crois que c'était Phosphore ou 50 millions de consommateurs. Je crois qu'il y avait eu un début avec ça, mais en fait, on n'arrive pas à suivre avec ça. C'est trop complexe parce que ça demande aussi de la rapidité, mais aussi un gros travail de préparation. Ce qu'on nous demande le plus souvent, c'est des programmes télé, bizarrement. Sinon, c'est en intégral et en abrégé les documents. Oui, nous, on fait les deux. Alors, les magazines, non, souvent c'est de l'intégrale, mais il y a quand même des magazines qui nous sont demandés en abrégé, donc on les fait aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, bientôt, là, puisqu'on travaille sur un projet, j'espère qu'il verra le jour avant la fin de l'année, on verra bien, c'est de transformer toute notre librairie, donc Braille, en numérique. Mais avec une particularité. Donc là, je fais intervenir une société informatique pour me créer un logiciel parce que voilà, chaque aveugle a une plage braille différente avec une ligne de caractères braille différente. Donc en fonction de la longueur de ligne, moi je veux que le livre qu'ils vont télécharger s'adapte à leur matériel. Pour pas qu'ils aillent avec le doigt à la ligne pour un mot. Donc, à chaque fois, on va s'adapter. La personne nous dira, voilà, sur ma plage braille, il y a 16 caractères. Et on va lui formater tout le texte du livre pour qu'il ait un confort de lecture optimum sur sa plage braille. Vous avez jamais été en relation avec des collectivités de La Réunion ou des... Non, et moi je cherche, c'est vrai que j'aimerais créer des partenariats comme ça. Bon, on est souvent sollicité, nous, plus par des pays d'Afrique parce qu'il manque de bouquins et de temps en temps, on leur en envoie. Mais aussi, certains sont demandeurs de savoir-faire, de transcription ou comment créer une imprimerie en braille. Parce que tout ce temps à chercher des machines, etc., savoir ce qu'on veut en faire, c'est pas évident pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Hein. C'est quand même un travail de recherche assez périlleux pour avoir tous les renseignements et surtout que ça corresponde aux besoins
Mais moi, bien sûr, je suis très partante pour créer des partenariats avec les dom-toms, avec les pays francophones. C'est très bien pour nous, hein. C'est très bien pour nous. Et puis nous, on est assez ouverts. Enfin, moi, j'ai toujours enseigné les personnes qui m'appellent, même d'autres petites imprimeries, qui me disent, voilà, on n'a plus de fournisseurs de papier, qu'est-ce que vous recommandez? Bon, ben là, moi, j'ai mis 2 ans à chercher un papier, là, récemment, parce que notre fournisseur en Norvège a arrêté la production. Du coup, j'ai consulté je ne sais combien de fabricants de papier qui ne travaillent plus du tout avec ce papier-là, donc c'est des commandes spéciales. Ouais, c'est un grammage spécial, ça, c'est un grammage spécial, non? Non seulement le grammage est spécial, bon, chez nous c'est du 160 à 170 grammes, mais c'est une texture de fibres particulière, donc c'est un mélange de fibres de différentes choses particulières, c'est un assemblage. Voilà, il faut pas que le papier soit trop perméable, donc c'est-à-dire qui craigne pas l'humidité. Ensuite, il faut pas qu'il soit trop dur non plus, parce que sinon les points vont abîmer la pulpe du doigt du lecteur, parce qu'il sera trop rêche. Il faut pas que les points puissent non plus s'écraser trop rapidement pour avoir une durabilité dans le temps. Donc c'est beaucoup d'essais à la fois sur le papier, mais aussi en fonction des machines que l'on a, qui sont capables de faire des points différents d'une machine à l'autre. Donc ouais, c'est pas mal c'est un vrai casse-tête de trouver du papier braille aujourd'hui, hein. De bonne qualité, j'entends, hein, bon. Mais par exemple, si on vient à Toulouse, on connaît rien, est-ce que c'est possible d'avoir un petit plan comme une carte, hein, pour s'orienter dans un secteur bien précis? Un plan de la ville, vous voulez dire? Oui, voilà. Oui, ça c'est certainement possible. Nous, on vient de faire la demande d'une personne qui adore la Sardaigne et on vient de lui faire un plan de la Sardaigne en après. Et là, vous travaillez comment pour les cartes? C'est avec le Zitex, le papier Zitex, ou Non, c'est autre chose? sur n'importe quel support, ce soit papier, des plaques, ça peut être du bois, du métal, ce qu'on veut, ben on va faire de l'impression vernis 3D. On travaille le document via divers logiciels, Illustrator et InDesign, et puis ensuite, voilà, une fois que le document est travaillé informatiquement, on l'envoie imprimer, impression classique en vernis UV. C'est plus confortable pour la lecture, ça, sûrement le vernis. Oui, c'est largement plus confortable et surtout, bon, ça permet d'être beaucoup plus fin, enfin d'avoir beaucoup plus de possibilités d'interpréter les choses parce que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le thermogonflage. Oui. Le thermogonflage, les traits ne sont jamais très fins ou très, comment dire, il s'appuie aussi un petit peu, je veux dire, il s'enfonce, le thermogonflage n'est pas durable dans le temps, etc. On n'a pas la même finesse. Alors que là, on va pouvoir travailler aussi bien des traits aussi fins qu'un cheveu, par exemple, et puis jusqu'à toutes les textures qu'on veut, quoi. Donc, ça permet beaucoup plus de possibilités de créer des légendes différentes et de pouvoir apporter plus de détails à un plan ou une carte. Et c'est vous aussi qui avez travaillé sur le plan de Toulouse, le métro de Toulouse? Non, sur le métro Toulouse, on a simplement fait la signalétique au niveau des ascenseurs. Ouais. Pour mettre on a mis en face des boutons d'étage à quoi correspondait l'étage. C'est-à-dire, là, c'est l'accès OK, là, c'est l'accès à la billetterie, là, c'est l'accès, voilà. Donc oui, on est 9 salariés, 20 bénévoles. On a 4 transcripteurs, un rédacteur communication qui s'occupe aussi de tous les réseaux sociaux, etc., d'animer un petit peu et de faire la newsletter. Puis on a 2 techniciens et demi purement à l'imprimerie. On est dans des locaux d'une superficie de 360 mètres carrés qui sont aujourd'hui trop petits pour nous. Donc moi je suis en train ça fait 6 mois déjà que je fais des démarches auprès de la mairie de Toulouse pour nous trouver un bâtiment plus grand parce que on a de la demande et puis surtout j'aimerais acquérir aussi une autre imprimante vernis parce que c'est vraiment ça fait un travail vraiment propre, surtout pour des musées qui exposent des cartels, par exemple, à côté des tableaux, des statues, etc. On arrive à avoir de très, très bons rendus, aussi bien visuels que pour l'aspect pratique pour un non-voyant.
Donc voilà, il y a de l'investissement à faire, mais on a besoin d'avoir des locaux plus grands. Aujourd'hui, on n'est pas spécialement en mesure de pouvoir acheter nous-mêmes un bâtiment. Voilà, on a un budget global pour l'association de 650 000 euros. C'est viable aujourd'hui avec le nombre de salariés qu'on est. Voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte aussi pour équilibrer le budget. C'est d'une part qu'on ne paye pas de loyer, donc pour le bâtiment, et d'autre part, c'est l'envoi des sécogrammes. Donc tout ce qu'on envoie par la poste. Donc vous êtes quand même soutenu. Les Oui, collectivités, on a besoin l'État, de la ce région. soutien. Après, alors on a des subventions, c'est sûr, qui sont quand même relativement minimes. On a 20 000 euros du ministère de la Culture, donc pour les livres. Ces 20 000 euros nous permettent de faire bénéficier les particuliers de 50% de remise sur les livres. Parce que comme je vous l'ai dit, les livres sont très chers et le ministère en a quand même un peu conscience. Donc pour que les particuliers puissent acquérir un livre, voilà, ils nous donnent cette subvention. Ensuite, on a une très petite subvention du conseil départemental de la Haute-Garonne qui s'élève à 7 000 euros, mais là, je pense qu'ils ont mis un haut là, je ne l'ai pas reçu l'an dernier. Et puis, la mairie qui nous donne, qui nous loue qui nous prête les locaux. Et après, moi, je vais chercher de l'argent en allant présenter des projets. Je fais des appels à projets, je fais des demandes de subventions à droite à gauche. Alors, des fois, c'est pour le projet des livres enfants, des fois, c'est pour le projet des livres numériques, aussi des fois des projets de formation pour le personnel. L'an dernier, j'ai dû récupérer à peu près 80 000 euros de subventions, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas suffisant. Alors, pas suffisant, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un petit peu, parmi les 3 grosses activités que l'on a, on consacre, nous, ici, 70% du temps pour faire les livres. C'est très long. Pour faire un livre, il faut environ 3 semaines, 1 mois. Avec la correction, puisque voilà, ça c'est une particularité quand même qu'on a, c'est qu'on essaye d'avoir une qualité de braille assez irréprochable. Et donc avant de mettre un livre au catalogue, il est systématiquement relu par un bénévole aveugle. Donc ça prend du temps, à l'adaptation, à la transcription, même si on ne paye pas de droit d'auteur, puisqu'on bénéficie de l'exception handicap qui est un agrément du ministère de la Culture. Donc, il nous fournit les fichiers d'auteur gratuitement, bien sûr, sous certaines conditions de sécurité pour pas qu'on transmette les fichiers d'auteur à n'importe qui. Voilà. Qu'il n'y ait pas de perte ni pour l'éditeur, ni pour l'auteur. Quand on reçoit ces fichiers, il faut les traiter. On achète le bouquin en parallèle en noir pour respecter vraiment la mise en page de l'auteur. Et des fois, il y a des notes de pas de page, etc. Donc, on va choisir comment les mettre en braille. Et puis, cette activité, c'est pour nous, c'est comme si 70% de notre travail est consacré aux livres. Et pourtant, qu'est-ce que ça nous rapporte les livres? Quasiment rien. Ça rapporte 20 000 euros à l'année. Donc, sur le budget global de 650 000, vous voyez que c'est rien. Et pourtant, on y consacre plus de temps que le reste. Arrivé des réseaux sociaux, des trucs comme ça, vous n'êtes pas plus connu? Donc je disais au sujet des livres que mon objectif, c'est de pouvoir transcrire n'importe quel livre en braille à la demande et de le vendre au prix où un voyant paierait son livre à la librairie. Donc pour ça, il faut trouver des donateurs, des mécènes qui puissent nous aider à faire ça, parce que l'État, on peut pas compter dessus, ils vont pas me donner plus. Même s'ils sont conscients du problème, il n'y a pas une réelle volonté de compenser la différence qui est entre le coût de production et le prix de vente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils compensent? C'est les relevés bancaires, parce que les banques payent bien, elles payent un prix juste. Et c'est d'ailleurs cette activité qui paye nos salaires à tous, ici au sein de l'association. Donc, plusieurs pourraient dire, oui, mais pourquoi vous continuez à vendre des livres si vous perdez 70% de votre temps et si vous perdez de l'argent? Figurez-vous qu'on n'est pratiquement plus que la seule imprimerie en braille de France à faire des livres. On fournit même les médiathèques, une médiathèque en Belgique, une médiathèque au Canada et une médiathèque en Suisse. À part nous, il y a très peu de gens la VH aussi produit des livres, mais c'est des livres qui vont être en prêt, en médiathèque. Des livres à acheter, par exemple,
moi je veux offrir un livre à une personne aveugle, où est-ce que je peux en acheter? Il y a quasiment plus que chez nous. Donc on ne veut pas faire disparaître ça, on tient bon et on essaye de sensibiliser des donateurs. Il faut savoir que par an, aujourd'hui, on fait à peu près 80 nouveautés en termes de livres. On tient compte, comme je vous l'ai dit, donc c'est le comité de lecture qui sélectionne les livres parmi les prix concours, les rentrées littéraires, etc. Donc 80 livres s'ajoutent à notre librairie chaque année. Mais moi, je suis très embêtée quand il y a un aveugle qui me demande un livre, vous allez le faire, voilà, parce que moi, il me le faudrait pour ma formation, ou alors je m'intéresse beaucoup à la Grèce antique, ou alors je suis un passionné de politique. Tout ça, c'est des livres que normalement, on ne fait pas, parce que ça n'intéresserait qu'une personne ou deux. Mais moi, je souhaite pouvoir faire le livre de n'importe quel livre qu'on me demande parce que je trouve ça juste. Aujourd'hui, il y a seulement 3% de la production éditoriale annuelle qui est transcrite en braille. C'est une misère, c'est une honte. Mmh. Et pour vos 30 ans, là, il n'y a pas eu de communication, de grandes communications? Ah si, il y a eu des grandes communications. On a quand même eu 200 personnes de toute la France qui sont venues. Il y en a même de Belgique qui sont venues. À participer à cette conférence. C'était assez intéressant. Les retours que j'en ai eus étaient assez bons. D'accord, mais il n'y a pas eu de mécène. Non, nous n'avons pas eu de mécène. Et qui, en plus, chez nous, on ne pouvait pas mettre cette demande de mécène avant l'an dernier parce que notre association n'était pas reconnue d'intérêt général. Ah, c'est récent ça, alors? Oui, c'est très récent parce que, en fait, la reconnaissance d'intérêt général est donnée par l'URSSAF, les impôts, oui. qui contrôle qu'on ne fasse pas de vente et de bénéfices. Bon, nous, c'est pas qu'on fait des bénéfices parce que tout est réinjecté en investissement, en formation, etc. On est quand même une association, donc on ne fait pas de bénéfices. Par contre, ils ont considéré que nous avons une exploitation commerciale. Voilà, puisqu'on vend des livres, qu'on vend des magazines, qu'on vend des relevés bancaires. Et seulement à partir de là, on peut donner des rescrits fiscaux, c'est-à-dire un donateur va nous donner 100 €, il pourra déduire 60 ou 70 € sur ses impôts. Après, il y a peut-être le braille aussi, parce que le braille est de moins en moins utilisé, c'est par les publics adultes. Alors voilà, ça justement, c'était un gros thème de notre conférence l'an dernier pour les 30 ans, où d'ailleurs on a fait une enquête sur l'utilisation du braille. Grosso modo, qu'est-ce qu'on constate? Que le braille ne doit pas disparaître parce que c'est la condition essentielle pour apprendre, pour étudier et pour se développer. Mais par contre, alors ça, je ne suis pas la seule à le penser, depuis qu'il y a l'école inclusive, les jeunes aveugles ont beaucoup moins de temps à consacrer au braille, puisqu'ils sont dans une école normale, on va dire, et que apprendre le braille, ça leur demande un travail en plus par rapport aux autres élèves. Et donc, c'est de plus en plus rare que les jeunes enfants apprennent le braille abrégé, par exemple. Ok, donc on pense qu'on a fait le tour. Alors, oui, ça c'est pour nos missions on va dire de production. Après, au niveau de l'association, on essaie quand même d'avoir une mission associative. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. C'est des missions de sensibilisation auprès du grand public. Donc, on anime pas mal d'ateliers braille pour des enfants, des fois dans des quartiers, des fois pour des salariés d'entreprise. Voilà, on organise des sensibilisations comme ça, mais aussi, par exemple, il y a un musée Rodez à Soulages, musée Soulages à Rodez, pardon. Ils nous ont demandé d'aller former le personnel du musée pour accueillir une personne déficiente visuelle. Donc, je trouvais ça très, très intéressant. Donc, voilà, on a des missions comme ça qu'on recherche, qu'on essaye de caser dans notre organisation de travail. Et puis, chaque année aussi, au mois de novembre, pour les rencontres Ville et Handicap, donc ça c'est Semaine et Handicap valable sur toute la France, mais certaines villes le font mieux que d'autres. Toulouse, on en est, je crois, à la 11e édition. Et donc, en fait, la ville de Toulouse demande aux associations, en lien avec le handicap, d'organiser des événements pour sensibiliser le public.
Donc, le CETEB organise des choses assez variées, mais le but du jeu, c'est de réunir un maximum de gens qui, dans la vie quotidienne, ne côtoient pas spécialement de personnes en situation de handicap, et puis de leur faire passer un bon moment, une bonne soirée. Alors, une année, par exemple, j'ai fait audio décrire un film. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Brouillot, c'est une personne aveugle, c'est un globe-trotteur aveugle depuis son plus jeune âge. Il parcourt le monde entier, des fois avec même pas un euro dans la poche. Et donc, il a écrit plusieurs livres qu'on a transcrits. Et il a fait un petit film à l'occasion de ses déplacements. Voilà, il y a un caméraman qui est parti avec lui. Et donc, j'avais envie de faire découvrir son univers aux personnes voyantes. Donc, j'ai fait audio décrire le film. Et puis, j'ai loué une salle de cinéma. Et puis, j'ai invité donc 200 personnes à venir découvrir un film en audio description, c'est-à-dire à fermer les yeux pour imaginer tout le film. Donc ça a beaucoup plu. J'ai organisé aussi des dégustations de vin à l'aveugle, voilà, dans un restaurant. Il fallait deviner 5 vins. C'était animé par une œnologue, accompagné de 5 plats. Donc ça a beaucoup plu aussi. Toutes les personnes voyantes avaient un bandeau sur les yeux. Et puis cette année, je me suis dit, bon, je leur ai fait écouter dans le noir, je leur ai fait manger et boire dans le noir, et maintenant j'ai envie de les faire se déplacer dans le noir. Donc cette année, j'organise une discothèque dans le noir.